Aujourd'hui, Mylène revient en ombre et en lumière, en jour et en nuit. À nouveau, bienvenue Mylène. On va parler encore de poésie et de ta poésie. On va vraiment le faire, on est dimanche, il faut qu'on soit tranquille, on va vraiment le faire en mode petite causerie tranquille. Mais quand même, j'ai réalisé la semaine dernière que ça faisait pas loin de 3 ans, je pense, ou peut-être bien 3 ans révolus, que tu étais venue pour parler de poésie, et que depuis il s'est passé tellement de choses dont il faut qu'on parle quand même un petit peu, qu'il était quand même bon de te faire venir. D'abord, eh bien parce que tu viens d'avoir un prix pour un livre que justement je n'ai pas, alors que je croyais avoir tout Mylène Tournier, ou alors je l'ai perdu, qui est de la disparition des larmes. Et tu as eu le prix, je crois, Jacques Chérère. Oui. C'est tellement bien Mylène. De la disparition des larmes, j'ai eu la chance de le voir sur scène, avec Léna Pogam. Oui. C'est formidable. C'est un prix immensément mérité pour un texte précieux. Tu as sorti plusieurs recueils depuis chez Lurlure. Alors, on en avait un peu parlé. On n'avait pas parlé de poèmes d'époque, mais qui est plus ancien. Oui. Mais on en profite pour le montrer. On peut montrer Nuit, dont on avait parlé. On avait parlé de Nuit. Et on avait parlé de L'autre jour, qui était ton premier chez Lurlure, je crois. Et depuis... Hop, on va quand même les montrer, parce qu'en plus, ce sont de belles éditions. Je t'aime comme Escoltiner Grandir. Je t'aime comme, on l'avait peut-être un peu mentionné. Je crois qu'on en avait parlé. Mais ce Coltiner Grandir, non. Et tout ça, c'est aussi parce qu'on a envie de conseiller Lurlure, notamment pour les lettres à Madame de Nathanaël Coarès que j'ai partagées sur mes réseaux, parce que Nathanaël était venu parler et qu'on adore Emmanuel Carrou et son boulot éditorial. Mais en plus, et en fait, je réalise juste que les couleurs annoncent. C'est vrai. C'est fou. C'est vrai. C'est fou. C'est fou. vrai. C'est un livre mélangé. Mais Oui. ils vont super bien, mais qui amène encore aussi, je crois, d'autres problématiques. On s'est dit, tiens, on va parler de Ce que m'a soufflé la ville, que tu as publié il y a 1 an, maintenant, au Castor Astral. Oui. Et dont tu as fait la préface. Mais pour le coup, dont j'ai vu quelques étapes de la jeunesse grâce à ça, que j'ai eu la chance d'accompagner en préface, et qui amène au niveau éditorial, même peut-être poétique, ça je sais pas, ça sera à toi de le dire, mais moi je te disais tout à l'heure, j'aime tous tes recueils, j'aime toute ta poésie, il y a des choses qui vont droit au cœur et d'autres qui font les circonvolutions qui font plaisir, mais j'ai l'impression qu'avec Ce que m'a soufflé la ville, tu as franchi une étape, ou qu'il y a une évolution, qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'élaboration de ta poésie, ou que quelque chose s'est passé. Est-ce que cette impression, elle te parle? Est-ce que c'est vrai? Je dirais que je me suis dit de rester dans la ville et de ne pas tout vouloir mettre dans un livre qui était peut-être la chose du début, de vouloir tout rentrer, et là d'accepter qu'il y a un espace et que c'est la ville et d'y rester. Et tu restes dans la ville, mais en même temps, c'est pas une ligne, la ville. Alors, la présence de la ville dans ta poésie, c'est quand même quelque chose qui était déjà là, parce que tu as quand même une façon d'écrire de la poésie qui était assez personnelle. Je sais pas si tu veux réexpliquer un peu comment ça se passe, les étapes avant le recueil. Je marche, et je marche en écrivant et j'écris en marchant, et j'ai besoin de marcher beaucoup pour écrire beaucoup et enlever beaucoup, mais d'abord marcher beaucoup. En fait, tu marches tes mots. Oui, ouais. Et ça fait des fois, tu t'enregistres, mais le plus souvent, tu prends des notes dans le téléphone. Tu le fais en marchant directement, ou c'est dans les moments où tu fais des pauses? Plutôt en marchant. Directement. Oui. Et le soir, souvent le soir, pas toujours le soir, mais boum, tu nous offres des textes sur Facebook le plus souvent. Oui. Ensuite, parfois sur YouTube. Oui. Et en même temps, dans Ce que m'a soufflé la ville, contrairement à d'autres recueils, on voit toujours la grande élaboration qu'il y a quand on suit les étapes. On peut reconnaître des choses, mais on n'a pas l'impression d'avoir une compile de tes statuts, quoi. C'est pas du tout ça qui va se passer. Et avec Ce que m'a soufflé la ville, j'ai l'impression qu'il y a une étape peut-être qui n'a pas été transmise au public, ou d'élaboration qui aura été plus grande. Enfin, moi, j'ai vraiment la sensation d'un texte plus radicalement nouveau. Est-ce que ça te parle?
peut-être, oui, je crois que cette chose de mettre pas permis tout, c'est aussi ce qui fait que peut-être le livre se tient mieux lui-même, aussi sans moi. Enfin, Et alors, comment il s'est mis en place ce recueil? beaucoup par la marche, enfin c'est vraiment un livre j'ai l'impression un livre de marche, un livre de photos, beaucoup de photos, de photos de rue, de m'être assise en bibliothèque et d'avoir regardé des livres de photos. J'en parle dedans, mais que c'est un livre construit avec... j'avais l'image d'aller à la bibliothèque et feuilleter ces livres de la collection et me dire, mais en fait, j'aime lire comme ça, j'aime pouvoir feuilleter un livre. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais faire un recueil comme ça. Et qui se lit effectivement au niveau de la structure. On a ça donne cette impression de, je sais pas, d'unicité ou d'unité, peut-être plus que d'unicité. Et en même temps, de vignettes, quelque chose comme ça. Ouais. Peut-être qu'on en lit quelques passages pour commencer à rentrer dedans. Trop bien. Je t'en prie. Alors, hop. Tu as un passage que tu auras envie de lire plus que les autres, tu veux... Ou tu veux le début un passage au hasard. Allez, un passage au hasard. Il a lâché d'une main son guidon pour entourer le cou de sa compagne de vélo à vélo au feu rouge. Amour séquent, notre guidon est juché sur le vélo d'à côté. Devant la nouvelle statue assez laide, ma mère a nuancé. Ce qui est bien, c'est que comme elle est trouée, elle n'empêche pas qu'on voit le ciel. Et mon père a répondu que si c'est pour le trou, c'est encore mieux, rien. Un dernier, le clochard s'est battu avec le pigeon pour le bout de pain. Je crois que le pigeon l'a laissé gagner. Merci beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses quand tu les relis? Je revois parfois les moments d'avoir vu et je crois que cette chose de vignette dont tu parles, qui est une chose que j'aime, qu'on pourrait déprécier, mais que j'aime d'abord lire comme ça, je crois, et écrire comme ça. Et quand on dit vignette, ça veut pas dire image d'Épinal, ça veut pas dire... peut-être qu'il y a des choses un peu à la Doisneau par moment, dans ce truc un peu du punctum, enfin, c'est toujours les grands mots là, mais un peu à la Barthes, mais de sentir des moments qui vont être des moments saisissants. Et là, je crois que tu as quelque chose comme ça qui attrape sur le vif, qui saisit, et donc qui est familial, hein, comme on le voit aussi dans l'extrait qui mentionne tes parents, mais qui va faire image et donc permettre ce partage d'un imaginaire autour de l'image et pas seulement d'une image. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pas seulement... il y a cette chose de quand on voit une chose, on peut envoyer en photo la chose, mais là, c'est à la fois la chose et garder aussi la solitude d'être face à la chose. Enfin, en tout cas, j'essaye de garder le fait d'être quand même seule face aux pigeons et aux clochards. Et avec quelque chose de l'ordre de l'étonnement, du saisissement, ouais. et qui est collectif sur le passage avec la famille, d'une solitude le plus souvent. C'est quand même une fille seule qui marche dans la ville, et qui voit, et qui enregistre, mais qui, le faisant, il y a tout cet étonnement de on voit pour la première fois, ou comme une première fois, parce que tu as une attention quand même très forte aux choses, et il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre presque, alors dit comme ça on dirait que c'est séparé, alors en fait c'est dans le même mouvement mais d'un commentaire ou d'une façon de raconter la chose qui fait que la chose est différente de ce que serait une image d'Épinal, une vignette qui amène comme... J'ai envie de dire, tu vois, une nouvelle mythologie, mais non, je trouve pas que ce soit une nouvelle mythologie, je pense que ce sont... peut-être que c'est plus comme les photos de Doisneau, quoi, c'est vraiment... Alors, de temps en temps, elles sont mises en scène, les photos de Doisneau, mais c'est pas grave, parce que finalement, c'est aussi... on a... Enfin, tu as eu, hein, en l'occurrence, mais une pensée qui a traversé, une pensée qui est le saisissement poétique de quelque chose, et que par la poésie, tu partages. Oui. J'essaye d'à la fois partager, comme tu dis, l'image et en même temps partager la pensée de l'image. Et effectivement, comme une photo, elle cadre sur quelque chose
elle laisse aussi voir le douaneau derrière ou quelqu'un derrière. Parce que finalement, tu partages la constitution en images à un moment où dans la poésie, il n'y a plus d'image. Puisque, enfin, il n'y a pas d'image dans ce que m'a soufflé la ville. Oui. On les a dans les vidéopoèmes. Oui. On voit ce rapport texte-image où on l'entend parce que ça passe aussi souvent par ta voix. Et le moment en fait où tu te débarrasses de l'image, où tu enlèves l'étayage figuratif en fait, c'est un moment qui est important dans l'élaboration poétique qui va amener de grandes évolutions pour toi. Oui, la plupart en tout cas de ceux-là, c'est des textes écrits d'avoir vu mais pas d'avoir filmé. Et je pense qu'effectivement ça fait des choses différentes que les mots là ils savent dès le début qu'ils doivent prendre en charge tout, enfin ouais. Le monde sur tes épaules. Ouais, et les leurs, ouais. Et parfois avec tes parents en soutien et pas seulement. Enfin, tes parents, les parents du jeu lyrique. Finalement, je l'ai dit en disant c'est un jeu lyrique dans la ville. Il y a quelque chose aussi peut-être de plus narratif ou qui a l'air de presque esquisser une histoire. Alors on n'est pas dans un roman non plus, mais autour donc d'un parcours de ce jeu lyrique. Et ça, c'est peut-être ça aussi qui différencie, j'ai l'impression, ce que m'a soufflé la ville d'autres recueils que tu as pu faire jusque-là. Est-ce que tu as envie de développer là-dessus? Oui. Je crois que peut-être dans Se coltiner et grandir, c'était un jeu qui voulait repartir du début. Enfin, je le remontre parce qu'il est tellement bien. Et que dans Je t'aime comme il y avait un jeu qui dit je mais pour dire je t'aime. Et que dans celui-là, c'est qu'il y a cette... qu'il n'y a pas un début complètement et pas une fin complètement, mais il y a quand même une sorte de bornage. Il y a toute une période en fait, oui. Et toute l'épaisseur temporelle d'une période, oui. Avec des moments très différents à l'intérieur. Des saisons aussi. Oui. Et cette temporalité, tu l'avais consciemment en tête quand tu écrivais ou quand tu reprenais ensuite le recueil? Je crois que c'est des textes écrits à un moment, à une période donnée, et qui du coup peut-être cette période-là, elle apparaît dans la construction. Peut-être là où d'autres recueils allaient pêcher dans des choses écrites à des moments très différents, et que du coup là, ça se resserre un peu plus. Et dans ce resserrement, il y a une part aussi, donc là où tu parles de la genèse du texte, du moment de l'écriture. Et est-ce qu'il y a aussi des moments au niveau du retravail, du premier... Alors, parce qu'on va le rappeler, hein, quand on écrit, on réécrit. Hein, la plupart de l'écriture, c'est de la réécriture, et c'est de la coupe, et c'est de l'expansion. Enfin, c'est comme quand on fait des murs, on passe vachement de temps à faire des finitions. C'est pareil pour les recueils de poésie. Et ben ouais, là, c'était un mur qui s'est construit peut-être plus par... concassage et repassage et peut-être, enfin plus, j'en sais rien, mais en tout cas que ça a eu lieu. Parce que tu veux dire avec des coupes, avec des coupes, avec peut-être une sorte de pensée, peut-être plus d'une structure, un peu plus. Et quelque chose... j'avais eu l'impression en le lisant, et puis j'ai eu la chance tellement grande et de ton amitié de voir les étapes de recueil, j'ai vraiment eu une sensation d'épure progressive, et ça, épure qui amenait pas non plus à... Tu sais, j'aime bien cette analogie d'Ursula Le Guin de la fiction panier et du récit tendu comme un arc. Il n'y a aucun moment où ça devient tendu comme un arc, parce que je trouve que c'est au contraire une poésie très accueillante. Alors tu vois, c'est vraiment une idée qui me vient maintenant, mais c'est une poésie qui est très accueillante parce que... C'est beau, fiction panier, elle crée deux... C'est ça. C'est beau. Tu connais pas ce texte? Non, je t'enverrai. Il est tellement beau. Et elle oppose, alors parce qu'elle, en gros, pour te l'expliquer, elle voit dans la plupart des récits traditionnels ce qu'elle appelle, ce qu'elle décrit exactement comme des récits qui vont être tendus comme des flèches et qui sont souvent des récits de mort, et donc qui vont être plutôt inspirés de la chasse. Et elle dit on aurait pu avoir d'autres traditions plus inspirées de la cueillette, et donc d'un contenant, parce qu'en plus finalement c'est le contenant qui est le premier outil plus que la flèche et que l'arme.
ou ce que tu vas lancer, ou le projectile, enfin tu vois, et qui va partir, avoir un point d'arrivée, être tendu, et boum, il y a une arrivée. Tu vois, boum. Et en fait, c'est le début, milieu et fin d'Aristote, quoi, en fait, aussi. Ça, c'est pas dans la fiction panier. Et elle le ramène à... Elle dit, on aurait pu avoir d'autres récits sur la cueillette. Alors, elle suppose que la chasse est plutôt masculine et la cueillette plutôt féminine, parce que c'est aussi un texte qui est très féministe. Et là, bon, on sait qu'à un niveau archéologique, on ne sait pas grand-chose, mais on sait qu'il y avait des femmes chasseresses ou chasseuses, et que voilà, tout le monde faisait la cueillette, tout le monde faisait la chasse globalement, même s'il y avait des tendances et des moments. Parce que le patriarcat, c'est compliqué à dater historiquement. Mais ce qui est intéressant dans cette idée de fiction panier, ce sont des récits qu'elle présente comme plus démocratiques, parce qu'ils ne sont pas autour d'un héros individuel, et qui sont aussi sur des temporalités beaucoup moins tendues, littéralement, tu vois, comme on tend la corde d'un arc. Et ça, moi, c'est là où, moi, dans l'essai, ce qui m'intéressait pour parler de ça, c'est des récits polyphoniques, donc avec plusieurs voix, ou des récits qui vont avoir une temporalité qui va être celle des saisons. Ouais. Ou des temporalités plus du côté, on va dire, divin. C'est le cas dans le Lavinia, justement, d'Ursula Le Guin, qui est son dernier roman. Lavinia, la dernière femme d'aînée, elle est prise dans une temporalité domestique, puisqu'elle c'est une maîtresse de maison, mais d'une très grande maison, tu vois, enfin, de l'ère pré-romaine, enfin, je ne sais plus quels sont les termes exacts, enfin, avant le monde latin. Et en même temps, elle est prise dans un temps mythologique. Et en même temps, elle discute avec son poète, avec Virgile. Et donc, elle sait, elle, quelle va être la suite de l'histoire. Mais donc, ça fait que ça l'ancre, en fait, dans cette histoire. Et qu'elle doit jouer ce rôle. Mais dont Aînée n'a pas conscience. Tu vois. Et elle sait que son rôle, c'est qu'un jour, elle va perdre Aînée, mais d'élever le fils, etc. Et qu'il y a quelque chose qui va arriver, qu'elle ne sera plus là, mais qu'elle a ce rôle de transmission. Et en même temps, elle s'occupe des semailles, des moissons, des rites, de la vie quotidienne, saisonnière, enfin, tu vois. Et ça fait quelque chose au niveau des temporalités qui est extrêmement épais. Tu vois. Mais épais, quand on dit épais, ça ne veut pas dire que c'est lourd, ou que ça manque de finesse. Tu sens les différentes couches, différentes strates même de sens qui font quelque chose qui est très ancré, comme on peut dire. Tu vois. Enfin, je ne sais pas, quand on fait de la méditation, si j'en fais pas. Et moi, j'ai quand même l'impression que dans ce que m'a soufflé la ville, on n'est pas... Alors, il n'y a pas ces questions de temporalité, parce que la ville, c'est aussi une période qui est assez resserrée. Il y a quelque chose qui s'esquisse d'un jeu lyrique, a priori plutôt féminin, mais finalement, c'est même un détail, et qui, en tout cas, retourne vers lui-même, et ça se construit en tant que sujet. En étant sujet lyrique, le sujet lyrique devient sujet. Peut-être, tu vois, si un parcours, ça serait celui-là, en plus du parcours dans la ville, mais que ce parcours, il est jamais linéaire. Ouais. Et avec cette chose du panier, j'ai l'impression d'un panier qui va pêcher. Et qui saisit les images de la ville. Ouais. Voilà. Et finalement, c'est un regard qui se constitue par ce qui se voit, sans évolution absolument spectaculaire, mais il y a quand même un raffermissement, j'ai quand même l'impression, au fur et à mesure. En tout cas, ça s'arrête sur une... je crois qu'un des derniers, ça s'arrête sur une lumière qu'un camion écrase, et le camion passe et la lumière à nouveau est là, et donc sur quelque chose de lumineux. Un peu mystique. Tu veux le lire ? Bon, on veut spoiler, on raconte la fin. C'est génial parce que ton exemplaire, tu la notes toi-même, c'est pour les lectures en perf. Oui, pour savoir, parce que tous, j'aime pas les lire, mais certains, oui. Le camion a écrasé la lumière au passage clouté, et le camion est passé, la lumière revenue. Moi aussi, j'étais peut-être moins triste que ma tristesse. Et après, il y a un long texte, qui est un texte qu'a aussi lu Léna Pogam, qui est un texte écrit à partir d'images confiées par un groupe d'élèves dans le cadre d'un travail au départ qu'on a fait avec François Hébert et Léna Pogam,
où on a proposé à des élèves de nous donner les images qui les ressusciteraient eux-mêmes en cas de disparition d'eux, à eux. Et à partir de ces paniers d'images que chacun nous a livrés, j'ai essayé d'écrire un texte en face de ces images. Et là, pour le coup, ce que tu disais ensuite, que le texte essayait de l'enlever des images premières et d'en juste faire un texte. Et oui, les purs, elles passent aussi sur ça, sur une image qui n'est plus que mentale, Ouais. mais qui permet quand même de s'ancrer dans la ville comme ça, et sur quelque chose qui... Voilà, oui, qui c'était pas enfin, c'était pas de l'élégie avant, c'est pas du pathétique, c'est autre chose. C'est pas exactement mélancolique, mais c'est triste quand même. Peut-être, mais pas que. Mais... Non, parce qu'il y a toutes ces saisies de détails qui sont comme des accroches aussi alors à un niveau émotionnel, mental, des accroches à ce jeu lyrique, mais qui sont voilà, qui sont vraiment cette espèce de regard errant dans la ville et qui se fixe. Mais tu vois, c'est... Alors, il y a toujours un truc formidable quand on parle de ta poésie et que tu n'es pas là. Ces moments qui arrivent. Ce que j'entends le plus, et à chaque fois je suis d'accord parce que je le dis aussi, c'est fou quand on lit Mylène, après on a la voix de Mylène en tête, et on voit la ville, et on a l'impression de pouvoir faire du Mylène Tournier, ce qui en fait n'est pas si facile du tout, et c'est une bonne nouvelle. Mais en fait, vraiment, ça offre, tu vois, vraiment quelque chose de ton regard poétique sur la ville. Et je me souviens vraiment, après avoir lu ce que m'a soufflé la ville et d'autres recueils, de me promener, et ouais, et d'avoir une mini Mylène en tête qui poétise. Et après, je te lis, et c'est mieux. Tu vois, et ça, en fait, tu vois ce que c'est l'innamoramento dans Poésie amoureuse. C'est tout ce moment de leurs yeux qui se rencontrent, mais avant, le jeune homme, avant de rencontrer la dame ou la biche, comme ça, il se promène, il a le regard errant, et boum, il croise le regard de la dame, et là, paf, regard figé, et il tombe amoureux. Et tu vois, j'ai l'impression que ta poésie, c'est un regard qui est errant, et qui, au lieu d'être figé sur un seul objet, accroche. Tu vois, comme déclic. C'est beau, c'est beau ce que tu dis. Mais ça fait que c'est un truc amoureux de tout. Et pas de tout non plus, parce que c'est pas oh là là, chaque pavé serait magnifique, mais qui est capable de voir le beau dans, eh bien, même la tristesse de la dispute entre le clochard et le pigeon. Et qui dit d'ailleurs aussi ce que ça a de révoltant. Mais je crois que c'est le fait de vraiment avoir besoin de... Enfin, c'est bête de dire comme ça, mais d'avoir besoin de marcher la journée. Une journée ne peut pas se passer sans marcher. Et que du coup, c'est du temps de vie. Et 2, 3, 4 heures, 5 heures de marche. Et que forcément, je pense que l'écriture, elle avoue comment elle a écrit. Parce que... juste parce que c'est comme ça que j'écris. Et que du coup, ça se voit encore à la fin. Oui, mais en plus, ça entre dans des traditions poétiques qui sont fortes. Oui. Surtout ce regard et de ce qui fait image, et qui en même temps n'est pas de l'ekphrasis ou de la description, c'est autre chose qui se passe dans ta poésie. C'est beau ce que tu dis, c'est innamorento. En tout cas, ça me parle. Je t'aime comme, c'est une façon de dire je t'aime comme à tout, et je t'aime à tout pour... ouais. Je vois vraiment la filiation de l'un à l'autre, mais qui passe là peut-être plus par le regard que par la formule répétée, je vais dire l'itération, mais l'anaphore de je t'aime comme. Et finalement, c'est un peu le je t'aime comme qui est concrétisé. Oui, en enlevant je t'aime comme et en gardant que l'après de comme. Ouais. Oui. Et peut-être en enlevant quelque chose de l'ordre de la comparaison aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, en acceptant une chose, que quand il y a une image, il y a juste l'image. Et que... Oui, tu as raison. Que... Tu enlèves la béquille, tu vois, de la comparaison, de l'outil de comparaison. Oui, c'est vrai. Ça doit se tenir sur une chaise seule. Ouais.
sur une chaise et marcher dans la ville. Oui, Est-ce oui, que, mais c'est vrai. comment tu les choisis? Alors je suis très intriguée parce qu'en plus tu as un code couleur, je vois. Non, ça c'est. Ça Non, c'est juste du hasard. Ça c'est juste de l'avoir fait 2 fois avec de. Avec 2 stylos Avec différents, il des n'y avait stylos. pas. Ouais, je disais, alors en plus c'est un peu les. Tu vois, c'est presque les couleurs Castor Astral. Alors c'est orange et vert et pas rose et vert, mais on y était presque. Et Comment tu les choisis pour les lire? Et est-ce que de l'oralité au moment de l'écriture, est-ce que tu les. Tu vois, à un moment je dis tu ne marches pas tes mots ou tu marches tes mots, mais est-ce que est-ce que tu as un gueuloir? Comment tu fais? Parce que alors tu as une formation en études théâtrales, tu es aussi comédienne, tu fais des performances. Comment ça se passe avec le texte? je dirais que la voix, elle n'est pas au moment de l'écriture, elle n'y est pas, non, du tout. Et que par contre, au moment de dire, euh, à, à nouveau, elle revient. Et là, je les ai choisis, je crois, en essayant de me dire, par exemple, la dame a fui en claquette son bébé au bras, ils allaient le placer sinon. Je voulais des choses assez courtes, mais qui puissent peut-être faire voir une situation assez rapidement. Qui sont très suggestives en fait. Ouais, oui. Et j'ai l'impression que toutes ces images, elles font comme un réseau, elles sont comme toutes des métonymies de la ville, mais peut-être aussi de quelque chose de plus large, tu vois. Enfin, parce que c'est. Bon, j'ai osé le mot de vignette pour les images, mais j'ai pas une sensation de fragment, même quand c'est court. Est-ce que tu penses comme ça, le fragment, la continuité au moment de l'écriture? Je Ou pense de la réécriture? que j'écris en fragments, mais que par contre, dans la réécriture, j'essaie de faire en sorte que les fragments ils se répondent. Et là, cette chose de m'être vraiment dit, Mylène, garde la ville, ça fait que c'est peut-être d'un trottoir à l'autre, mais il faudrait que ce soit le même jour, ou bien que, en tout cas, de pas complètement sauter comme dans un billard où on est d'un mur à l'autre, mais ouais, que là, on reste ensemble. Enfin, Oui, que ça permet d'unifier thématiquement par le parcours qui peut avoir quelque chose d'un peu narratif, mais de loin, on l'a dit. Et peut-être aussi par, je sais pas, ce procédé au niveau des regards, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi non plus que Enfin, il y a beaucoup d'images, mais il y a aussi des moments, tu vois, les passages en journal ouvert, ils sont aussi quand même un peu décalés par rapport aux vignettes, pour autant qu'on puisse parler de vignettes ou les images urbaines. oui, j'ai essayé de scander le livre par ce qui serait là plus un regard, mais seulement un monologue intérieur. Et du coup, par ces choses de journal ouvert, ouais. Et aussi qui sont plus longues, mais qui sont aussi dans la ville. Si j'en lis un au hasard. Oui, on veut des lectures. Page 63. Je suis revenue dans l'église où l'an passé j'avais écrit dans les lieux d'intention « Je te souhaite un beau printemps, Dieu ». Au lieu d'uniquement lire le cahier dont je ne sais même pas si le paroissien le lit et de reculer les pages pour traverser toute l'année et voir apparaître le Covid et les élections américaines, en prenant même quelques-unes en photo, « Dieu guérit ma gorge », cette fois-là j'avais écrit dedans. Mais alors que les autres prières, parfois même dans leur prosaïsme, étaient toutes vraies, cruciales, « Aide-nous avec le crédit du camion », j'avais écrit dans le livre à prière cette politesse de carte postale « Je te souhaite un beau printemps ». Et fallait-il alors que Dieu soit effectivement Dieu pour non seulement me pardonner, mais qui plus est voir dans mon souhait hypocrite la demande que je devais en fait formuler. Je le sais pourtant qu'il faudrait jamais écrire ce qu'on n'aurait pas les épaules de demander. Moi qui, souvent je le sais, me trompe avec l'écriture, en fait mes usages, me trompe aussi avec la vie, et espère sur un Dieu pour, dans sa bonté, niveler avec leur foi mon hypocrisie. Oui, j'ai essayé de, peut-être dans ces journaux ouverts, de faire, de rester encore dans la ville, mais peut-être que c'est un moment où ça s'arrête de marcher et où ça se pose un peu plus. On dirait, tu sais, en tout cas moi quand je marche beaucoup, vite ou quoi, je suis concentrée sur je marche, je vois autour de moi, mais pour ma part en tout cas, j'écris rarement, même mentalement. Ça arrive. Oui. Ça arrive, mais c'est plus rare. Mais c'est des moments un peu vides, en fait, aussi. Oui.
Et moi j'ai l'impression, enfin toi quand je parle, et c'est aussi pour ça, enfin ils sont un peu vite parce qu'ils sont pleins de la sensation de la marche, des pieds qui bougent, des jambes qui se tendent, du monde qu'il y a, donc c'est moi que ça tend. Le... Et je suis vraiment une parisienne. et et voilà, et effectivement de tout ce qu'il y a autour, tu vois, et qu'on reçoit, mais où finalement moi dedans c'est un peu vide. Oui. Et tu vois, si on parle de lyrisme, ben justement, finalement, c'est peut-être les moments en journal ouvert qui sont les moments de lyrisme qui se rendent, mais qui sont aussi des moments où le monologue, euh, et encore, quand je dis monologue, on dirait que c'est oral, alors que c'est quand même aussi écrit, hein, ils sont plus, tu vois, là, tu vois, c'est plus une réminiscence finalement de la ville qu'un moment de la ville. C'est vrai, oui. C'est peut-être un retour de ville plutôt qu'un moment de ville. Oui. Oui. Et ça fait aussi comme, ouais, ces arrêts comme si de traverser la ville avec le vide ou avec le plein de la ville, Ouais. et le vide du générique, le générique se reconstitue aussi dans ses scansions. Oui, peut-être. Et ce que tu dis d'être vide en marchant, enfin, je pense effectivement qu'il y a un des plaisirs immenses de marcher, c'est un truc du corps, enfin, et que voir beaucoup de choses et beaucoup de gens, ça n'empêche pas soi d'être vide. Enfin, Et comme une force qui va. ouais. Tu vois, Oui. ah bon, c'est. Je te balance Hugo, c'est pas sympa, mais il y a quelque chose de ça. Et donc, quelle est l'intériorité de la force qui va, et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est une force qui va, mais qui ne sait pas trop où elle va, mais parce que c'est le aller qui est là. Qui compte. Ah ouais. Ouais. Et là, dans l'extrait que tu as choisi, bon, évidemment que l'ex-cagneuse en moi se dresse et dit comment ça écrire, je le sais, je me trompe avec l'écriture, en fait mes usages, je me trompe aussi avec la vie. Bon, mise en abîme du recueil, métatextualité, Oui. volontaire. Mais parce que est-ce qu'il y a un mésusage de l'écriture véritablement, ou c'est au moment de la réflexion, enfin, ça te permet aussi d'introduire ces réflexions sur l'écriture au moment même où l'écriture se fait, ou encore autre chose, ou plein d'autres choses. Je pense qu'il y a peut-être un mésusage de l'écriture qui est, comment dire, c'est des choses qui appartiennent peut-être pas à l'écriture, justement, le pourquoi on écrit et pourquoi j'écris. Et du coup, peut-être qu'effectivement, il y a un mésusage de l'écriture qui est... Parce que là, ça part d'une écriture qui est de l'ex-voto. Ouais. Oui. Dans un rapport au sacré, mais avec une petite carte postale un peu profane pour Dieu. Oui. Donc le mésusage littéralement dans le texte, c'est ça, c'est de ne pas faire l'ex-voto comme il le faudrait. Ouais. Et finalement, voilà, tu as de grands prédécesseurs poétiques sur le lyrisme urbain de la modernité, Baudelaire, Benjamin en moins poétique mais quand même, ou Benjamin lecteur de Baudelaire, pour quelques-uns, et puis il y en a bien d'autres, les surréalistes évidemment et tout. Et il y a quelque chose qui est peut-être... moi, je trouve très important dans cette tradition poétique de la ville, du parcours, même de la marche, Oui. mais qui est peut-être aussi en porte-à-faux avec cette grande tradition. Peut-être de tous ceux qui ont marché, de tous ceux qui ont... je pense à Anne Sylvestre. Tu penses à une chanson en particulier? Ah, mais je suis ravie. Je pense à... T'en souviens-tu la scène? Non, 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 non. De la ville qui monte dans les chansons. Et, mais oui, effectivement... oui, que l'écriture, elle est... Je sais plus. Non, mais l'écriture, elle a quelque chose qui est un peu fixant,
qui est un peu figeant, alors même que toi, ta poésie, elle est autant dans ce qu'elle représente que dans la façon de le faire, quelque chose qui va chercher un mouvement perpétuel. Et c'est là, peut-être qu'il y a un mésusage de l'écriture, enfin, tu vois, c'est fixer, est-ce qu'on peut fixer le vertige de la ville, est-ce qu'on peut fixer le vertige de la marche, comment le vertige de la marche enfin, de la ville alimente celui de la marche, ou... Je pense que c'est très vrai ce que tu dis, je pense que c'est très vrai, qu'il y a mésusage dès lors que c'est pas, mais le mésusage est, je crois, pas grave, mais que je pense pas non plus. mais que vouloir à la fois bénéficier du vertige et du beurre du vertige, enfin, peut-être, ou vouloir que le vertige soit bouleversant, enfin, renversant pour soi. Enfin, là, je parle de quelque chose qui est d'abord pour moi, et en même temps vouloir que ça puisse avoir lieu plusieurs fois, et du coup ne pas se briser à... Quelque chose qui est entre la recherche du vertige, du sublime, et qui en même temps peut pas forcément se répéter, et qu'en même temps tu voudrais voir se répéter. Oui, ouais. Et donc ça, dans la recherche du choc poétique, mais pour le coup, ben, finalement, si je te comprends bien, et tu vas me corriger autant qu'il le faut, c'est que dans l'absolu, si tu arrivais à atteindre réellement ce choc poétique, ça ferait un seul poème. Ouais. Et qu'en fait, ben, la vie, elle fait que t'en fais plein d'autres. Oui. Et toujours avec cette recherche d'un absolu ou d'un sublime, et qui n'est pas forcément atteignable. Oui. Oui. Et qu'il faut approcher. Ouais. De même que écrire adieu, je te souhaite un beau printemps, c'est à la fois prendre le risque de lui parler, et c'est aussi ne pas du tout lui parler. Et ouais, oui. Et alors ne pas lui parler, parce que ce n'est pas lui parler dans la façon dont on parlerait habituellement à Dieu. Non, je crois que même que c'est pas seulement... je crois qu'on peut... Que quelqu'un qui prie réellement, même si elle prie avec les mots appris des prières, et si elle dit Notre Père qui es aux cieux, mais si elle le dit vraiment, elle fait moins mésusage de la prière que quelqu'un qui serait en train de faire une sorte de... et qui en fait aurait besoin, parce qu'elle est entrée de toute façon dans l'église, elle a... mais qui par contre se donne le petit luxe d'écrire je te souhaite un beau printemps de Dieu. Je me dis qu'il faut que Dieu soit très bon pour accueillir. Ouais, oui. Peut-être que Dieu est une fiction panier. Peut-être que Dieu est une fiction panier. Et justement, tu vois, ouais. Parce que c'est quelque chose qui est quand même régulier dans ta poésie, ces moments autour du sacré, et d'un sacré qui est vu un peu comme de biais ou comme en petit. Ouais. Et pas dans justement le... tu sais, c'est quoi déjà cette phrase? Ni le soleil ni la mort ne peuvent se voir de face, et donc, enfin, et Dieu y tout, quoi. Et donc, voilà, qui est pas un jeu, qui est pas Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, hein, c'est pas ça. Oui. C'est pas, je crois pas que ce soit blasphématoire, après là je suis vraiment pas une spécialiste, mais qui va chercher, en tout cas c'est pas le but, ça c'est sûr, mais qui va approcher là aussi le sublime par la petite porte finalement. Le sublime et le sacré, la divinité, enfin je les mets un peu dans la même catégorie, mais pour dire voilà, ce qui va être très grand, et qui est Dieu, mais qui est aussi le choc poétique. Oui. Et je pense à quelqu'un dont je sais, on a déjà parlé, mais à Santé, et à un poème pas un poème, pardon, j'ai dit un dessin que j'adore. C'est complètement pareil, Mylène. Qui est d'une petite dame qui est dans une immense cathédrale entre les chaises toutes vides, et elle est seule dans l'église. Et elle dit à Dieu l'emploi du temps de sa sœur, où elle dit quelque chose, elle parle à Dieu, elle dit ma sœur qui arrive par le train de 8h47, et elle lui raconte quelque chose de complètement anecdotique, et alors à la fois peut-être c'est qu'elle n'a que Dieu à qui dire, mais aussi que cette chose-là de parler du plus terrestre de nos horaires à Dieu. C'est important aussi. Oui. Ça, c'est que ça place aussi... finalement, c'est pas que les voies de Dieu sont impénétrables, comme on le dit parfois aussi par blague,
mais c'est peut-être que toutes les voix sont entendables par Dieu. Et c'est aussi ça qui va donner une vraie voix et une vraie place au minuscule, à l'anodin, au très concret, et qui dissout peut-être quelque chose de l'ordre d'un antagonisme qu'il n'y a plus, tu vois, entre un sacré et un profane. Parce que comme ta poésie elle rend amoureuse de la ville, tu vois, enfin, qu'elle se partage, peut-être que c'est aussi parce que ça partage et que ça rebat un peu les cartes entre sacré et profane, entre très grand, très petit. Oui, et comme tu dis que si d'emblée Dieu est cette personne qui veut bien tout entendre, et comme tu dis, on dit qui décide pas à l'avance quelle oreille pour quel mot. Et en fait, ça enlève, tu vois, une place qui serait fixe. Et ça donne des places qui sont peut-être plus confortables parce que plus mouvantes aussi. Et peut-être que c'est pas que les voix de Dieu sont impénétrables parce qu'il aurait les oreilles fermées, c'est qu'on peut se laisser pénétrer et traverser par toutes les voix aussi. D'abord, alors Dieu en mode absolu de ça, mais où finalement le jeu lyrique du recueil et peut-être aussi les lectrices à la suite et peut-être d'autres personnages qui apparaissent ça et là un peu partout dans le recueil peuvent eux aussi être les réceptacles de ces paroles et leur accorder une véritable importance, tu vois, enfin un rôle fort. Ouais. Et comme tu dis, des places qui bougent et en même temps, je crois que parfois, mais c'est une question que je me pose, mais que les mots, quand je dis le clochard, en tout cas c'est une place momentanée de clochard et qui est aussi... Est-ce que tu veux dire que tu parles du clochard en tant presque que rôle urbain, plus que de l'homme qui jouait ce rôle de clochard à ce moment-là? Et tout en ne disant pas qu'il est en train de jouer. Et que je parle de rôle comme on parle d'un rôle social. Oui. Mais qu'à ce moment-là, ça fait cette scénette-là, qui dit quelque chose de la ville, mais pas forcément de lui en tant qu'identité. Oui, complètement. Autant que le pigeon, que la fille qui marche. Ouais. Qui pourraient s'échanger au moins un peu les uns les autres. Ouais, comme tu dis, au moins un peu. Et c'est ce que fait d'ailleurs cet extrait, où y a comme une équivalence qui est faite dans le combat. Donc ça, c'est pathétique sur la représentation de la misère. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent saisissant dans ta poésie, tu vois, et qui est quand même très présent. Tu vois. Sans misérabilisme, mais qui en même temps met un trait d'union, non pas entre un clochard qui serait déshumanisé et un animal, mais entre deux êtres. Oui. Et effectivement, un pigeon qui... Ouais. Donc ça montre une sympathie plus qu'une concurrence finalement, puisqu'en plus le pigeon est altruiste. Oui, le pigeon est empathique, ouais, carrément. Oui. Et ça, ce sont des scènes qui te retiennent assez souvent, des scènes qui signalent la misère d'un point de vue social, la pauvreté, telle qu'elle se manifeste dans la rue. Et elle se manifeste quand même souvent dans la rue. Et que et qui te retiennent. Mais je trouve que tu n'as pas non plus de pathos. Tu vois, c'est pas une poésie misérabiliste du tout à ce niveau-là. Non, je crois que lorsque je marche de fait, je vois beaucoup de choses parce que marchant beaucoup et que si je vois trois choses et deux autres choses, peut-être que parce que c'est d'avoir vu ça qui fait que j'écris ça. Oui, c'est plus la rue qui te le dicte que toi qui le cherches. Oui. Oui. On en lit un autre ? Oui. Est-ce que tu as des préférés, toi, dedans ? Celui-là, il sort un peu de la ville, mais... Allez, justement pour montrer que
Tu nous reconnaîtras, on te ressemble, ont écrit ses parents à l'enfant qui allait naître. Et juste après, c'en est un immense. Il est peut-être trop immense. Tu veux y aller parce que alors après, hein, je tiens quand même à dire à tous les gens qui nous écoutent que Mylène est incroyable en performance. Et donc moi, je ne suis pas contre le fait d'écouter et de lancer ça. Mais ça, c'est si toi tu le sens. Ok. C'est... Mais en même temps, quand je fais ça, c'est vraiment pas sympa. Je te mets une énorme pression, je suis... Sa petite fille n'était pas là et l'hôtesse au guichet lui annonça, désolé, que ce n'était plus possible depuis 2013 maintenant, de récupérer une somme en agence s'il n'avait plus le droit d'avoir de contact avec l'argent pour des questions de sécurité. Elle avait bien essayé d'apprendre, elle était allée avec sa petite fille, avait répété devant elle les gestes et les boutons. Mais une fois seule, d'autres lignes s'étaient affichées qui lui demandaient en quel billet elle souhaitait les 100 €, si le ticket ou pas, et d'autres encore qui l'avaient paniquée, si bien qu'elle avait pris la décision de renoncer à celle qu'elle avait prise quand même, d'apprendre et pas devoir sans cesse attendre la petite pour avoir, et risquer se retrouver comme là, devoir payer l'ouvrier sans de quoi, et avec cette impression, depuis la mort de son mari, d'être dépendante, quoique heureusement elle se débrouilla encore bien pour tout ce qui était du corps. Ses deux amies non plus ne savaient pas retirer l'argent, et même une pas non plus utiliser sa visa, ce qu'elle savait très bien, alors parfois elle tâchait de lui expliquer au téléphone. Elle ne s'était jamais revue depuis la fin de l'école. Une fois seulement elle avait revu l'une des deux après le départ d'Alger, parce qu'elle venait passer ses vacances en famille pas loin d'où elle s'était installée, et elles s'étaient montrées chacune leur famille, les enfants. Et puis plus jamais. Cette rapide entrevue avait que peu perturbé ses coups de fil chaque semaine, pendant lesquels racontait les soucis nouveaux du corps, les infiltrations incessantes pour redresser le canal carpien, assouplir le genou. L'entrevue même était comme à côté de ses rendez-vous téléphoniques, comme une voix de détresse s'arrache momentanément à l'autoroute pour ensuite mieux s'y confondre et revenir. Pas même avait-elle donné de la chair à ce qui jusque-là avait été que des mots par-dessus une amitié de petite école, même pas jusqu'au certificat d'études, elle n'avait pas et s'était mariée très tôt. Cette rencontre et elle n'avait pas non plus donné un visage et des prénoms. Simplement, peut-être avait-elle octroyé un délai supplémentaire et désormais infini à leur coup de fil, assurant aux deux qu'il n'y avait bien aucune méprise et qu'elles étaient bien elles-mêmes et ne pouvaient donc repartir pour encore 70 ans de s'appeler sans se voir, sans pour autant qu'on puisse les taxer d'irréels, mais simplement ça, enraciner leur amitié de télécom à un passé commun et un exil qui leur donnait une bonne raison pour n'avoir pas trop à dire à leur voisine d'étage ou messe, mais tout à leur ancienne amie d'enfance. Sa petite fille l'avait poussée à faire venir Emmaüs et donner des meubles car elle avait le syndrome de les bouger chaque jour et mettre le lit au nord, à l'est. Un psy lirait sans doute ça à une histoire de France en Algérie et jamais retrouver son pays, même en ayant choisi le ciel le plus qui se rapprochait de ce lit bleu à la fois limpide et profond d'Alger du sud de la France. Et mettait l'après-midi en péril l'infiltration dont elle avait bénéficié le matin, dérogeant à la recommandation du médecin de garder le repos pour pousser de toute sa force ses meubles, avec l'auto-excuse qu'elle employait pour ça des patins et ainsi risquait moins de se blesser, mais qui était en je sais pas l'inquiétude raisonnable de sa petite fille qu'elle allait se désosser le squelette. D'ailleurs, à la scintigraphie, le docteur lui avait bien dit « Vous avez les os transparents ». Depuis que la petite l'avait poussée à vider un peu ses meubles et garder mamie, s'il te plaît, au moins de quoi passer entre, elle s'entendait qu'elle avait dû raccrocher à son amie. Rappelle-moi, je te prends dans la salle à manger parce que ici, écoute, ça résonne, j'entends que moi, les pièces vides, ça me déprime. La pièce était loin d'être vide, mais sans égard pour l'adage du verre à moitié plein, à moitié vide, censé révéler notre degré chacun d'optimisme. C'était bien l'adjectif qu'elle avait retenu, vide, pour décrire la petite pièce encore pleine d'un bureau, d'un meuble d'archives, de 2 lampes à pied à grand abat-jour, d'un guéridon à fausses fleurs, d'un miroir encadré d'or, d'une corbeille porcelaine en forme de cygne sans tête, seulement les 2 hanches blanches. Merci. Il était long. Il est long, Ouais. mais il est beau. Pourquoi lui? Pardon? Pourquoi tu l'as choisi lui? Parce qu'il était après celui que j'avais ouvert. Et lui, finalement, il est un peu différent par ce très long monologue qui sort lui aussi de la ville, finalement. Oui. Enfin, qu'on reste dans la ville au niveau du district-banque, mais effectivement qui tout à coup amorce une sorte de grande... Qui entre dans l'histoire. Ouais. Qui entre complètement dans l'histoire, qui ouvre la géographie, et qui en même temps dit quelque chose d'une histoire et d'une géographie complètement clivée, Ouais. tu vois. Ouais. Je voulais dire morcelée, mais c'est plutôt clivée peut-être. Ouais. Et douloureuse.
par l'exil, par ce que ça dit, et par l'emboîtement du quand même grand, enfin, tu vois, sur l'espace méditerranéen, et du petit de l'appartement et des meubles, et comment on comprend des bousculements d'histoire qui se traduisent en bousculements des meubles, et qui eux-mêmes ne sont pas compris comme tels, et donc on n'est pas dans un délire, mais on n'est pas si loin non plus. On est vraiment dans, pas si loin plutôt, de la Winnie de Ole Beau Jour. Oui, c'est vrai. Dans le babil des personnes âgées, comme ça, qui peut se passer, se mettre en place, raconter un peu tout ce qui entoure et qui en même temps revient à soi et qui mêle, qui entremêle le tout. Oui, mais parce que comme tu dis, je crois que j'avais que c'est effectivement la Winnie de Ole Beau Jour, elle a le corps coincé, enfin il y a plus que la tête, et que effectivement peut-être c'est les moments où le corps peut moins aller et où quelque chose et qui passe en logorée. Oui. Parce que cette dame elle a des problèmes au corps. En tout cas elle semble avoir oui. Enfin, il y a des choses qui affectent son autonomie financière, un peu sur la marche. Oui. Et donc ça explique. Et en même temps, il y a tout ce qui fait lien autour d'elle. Le corps médical, Oui. donc avec les examens, etc. Le suppose rhumatologue, enfin, la petite fille, Oui. les amis d'enfance, et qui fait lien, qui en même temps n'est pas là et qui ne peut pas faire rien parce que la voisine de Metz ou de Palier ne fonctionne pas. Oui. Oui. Et ça, ces questions du lien, elles sont assez essentielles dans ta poésie, notamment parce que c'est une poésie qui est souvent très attentive à ce qui fait soin, ou qui prête attention, quelque chose comme ça. Oui, mais parce que je pense à ma mère que j'ai souvent vue, enfin c'est bête, aller en passant poser à la poignée d'un portail un petit quelque chose à une personne dont elle savait qu'en ce moment elle n'allait pas bien. Et à chaque fois je me disais, mais je voyais ce panier pendre, ou pas panier, sac pendre, et je me disais, je pense qu'il y a du petit soin, et que la ville en est plein de ce petit soin petit. Et que là, donc tu happes les images, tu restitues, et comme si toi, ça le refait circuler. Oui, de garder le tumulte. Ouais. Et avec là des soins très différents, de famille, d'amitié, de médicaux, parce que c'est aussi du soin. Ouais. Sur justement ce qui va avec ce soin, ou qui va pas forcément toujours avec ce soin, mais qui l'explique en partie, qui est la fragilité. Oui. Parce que là, il y a le regard du jeu lyrique, il est aussi très attentif aux vulnérabilités et aux fragilités dans la ville. Et ici, là, la fragilité, elle passe vraiment par la logorée, oui. en fait. Oui. Voilà, et ça se voit par l'absence de ponctuation, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez frappant quand on te lit. Mais voilà, ce lien et cette fragilité, c'est ce qu'on a juste avant. Tu nous reconnaîtras, on te ressent, où on écrit ses parents à l'enfant qui allait naître. On est complètement dans le lien et la fragilité qui sont là dans la ville, qui pourraient être ailleurs. Mais voilà. Alors, c'est pas que la ville est forcément plus un lieu de soins qu'un autre, c'est peut-être par le rassemblement de tout cela que s'explique. Comme tu dis, le fait que en ville, c'est comme quand on est autour d'un feu, on est tous tout près. Et en ville, oui, il y a une grosse marmite noire avec beaucoup de choses qui se passent à plein d'endroits et plein de lieux. Et qui mitonnent. Et qui mitonnent. Et qui font des mythes. En mitonnant. Des mythes, comme ton. Ça, c'est parce que j'ai un gros pot noir. Que l'image revient. Est-ce que finalement, ce parcours, ça montre pas aussi comment ce lien il se refait de soi à soi en passant par les autres, mais des autres qui sont pas fétichisés, mais vraiment pris dans leur singularité, je crois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui essaie de vraiment capter
l'autre par son individualité et ses caractéristiques, qui vont être très suggestives, Oui. quelques traits en passant, Oui. quelques traits qui pourraient faire caricature, qui peuvent faire le rôle social dans la ville, comme Oui. avec le clochard, Oui. mais qui vont chercher ce qui n'est pas dans la stéréotypie du rôle social. Je pense au premier texte qui est une personne qui parle avec la caissière, et la caissière tout du long de la conversation la tutoie, et à la fin par contre dit au revoir madame comme à n'importe quelle cliente, qui est réellement une caissière croisée que je voyais tous les matins, et effectivement chaque matin me saisissait la chose de comme tu dis, il y avait peut-être quelque chose qui a été restauré finalement à moi, par elle. Et puis dans la stéréotypie, je lis l'extrait rapidement. Oui. Et c'était quelque chose comme touchant, ou professionnel ou digne, que la caissière, après notre conversation tutoyée sur le soleil au pays, la location des 100 euros, et tu viens à la maison, je te fais le couscous, je dis chaque fois oui, je crois, elle sait, je crois, que c'est comme non, comme je sais aussi que c'est un couscous, juste pour dire. Et est-ce que tu connais pas une fille pour mon neveu ? Mon neveu, mais comme mon fils, une comme toi, une française, une sérieuse, qu'après donc, à mon bonne journée, elle me répond comme à une cliente, à vous aussi. Là, c'est le moment où la stéréotypie professionnelle, en l'occurrence urbaine, mais d'abord professionnelle, reprend. Et donc, finalement, c'est peut-être un peu des moments où le lien, il passe sur les interstices, finalement, de la ville. Comme dans le suivant, j'ai souri à la fille dans le bus qui pleurait, sans savoir que la semaine d'après, ce serait moi. Alors, parce qu'il y a quelque chose qui heurte, qui est les pleurs dans le bus, mais qui est inhabituel, qui est aussi le sourire. Et donc, cette circularité, donc, qui est triste et qui pourrait être ici de l'ordre d'un grand destin, par exemple, avec, je sais pas, l'inverse d'une Cassandre, tu vois, enfin, cette espèce d'aveuglement tragique, qui est complètement neutralisé ou déminé, pour amener plutôt à l'interstice, au petit capable de voir le grand, comme on parlait du sacré tout à l'heure. C'est l'inverse d'une Cassandre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne verrait jamais ce qui arrive, c'est Édipe. Mais mais qui le prend quand même. Ce qu'Édipe, qui sait pas. Et sauf que là, c'est pas bon. Si, c'est triste de pleurer dans le bus. Quand on pleure dans le bus, c'est qu'on ne va pas bien, en général. Mais il y a une dernière phrase qui est « c'est vrai alors que la réincarnation existe ». Mais qui c'est la suite qui est derrière, je crois. Ah oui, c'est vrai, alors que la réincarnation existe, j'aurais dû tourner là. mais oui. Et finalement, là, c'est comme voir une réincarnation dans quelque chose que banalement on pourrait croire que c'est l'une puis l'autre. Et en fait, là, c'est un lien poétique qui fait un lien intersubjectif, interhumain. Et par aussi quelque chose de sacré, enfin la réincarnation, enfin qui est religieux en tout cas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres poèmes que tu voudrais lire, Mylène ? Un tout dernier. Ou je lis pour toi si tu es fatiguée. Vas-y. Moi j'aime bien quand tu lis, mais c'est comme tu le préfères. Et deux derniers. Les petits jouent à chat et la babysitter a comme si elle était leur maman. Un archivin tagué sur le dossier vert et sage d'une des petites chaises du Luxembourg. Tu me commandes lequel ? Ah non, tu veux pas que je crois que tu voulais que je lise ensuite. Tu voulais juste ces deux-là. Alors pourquoi tu as choisi ces deux-là ? Parce que j'ai ouvert sur ces deux-là. Par hasard, par bibliomancie. Oui. Parce que moi je trouve intéressant comment ils se répondent sur ce qui fait lien et ce qui antagonisme et qui va quand même. Donc le Luxembourg plutôt cossu. Quand même, je crois. Et quand même, à peu près l'anarchisme, c'est peut-être... Enfin non, c'est pas spécialement une philosophie de riche, quand même. Ou une politique de riche. Mais voilà comment ça vient contredire et passer par aussi les très belles chaises Fermob du Luxembourg, qui sont assez chères, si tu veux les mêmes. Et des chaises Fermob ? Ah, Fermob, c'est la marque. D'accord. Du mobilier d'extérieur de jardin. Et le tag.
mais qui vient de façon refancharde, alors que la babysitter et les enfants finalement se répondent. Oui. Oui. Et que la babysitter Et bien, joue aussi. joue aussi. Ouais. Mais avec un jeu qui est plus sérieux parce qu'elle a quand même la responsabilité des enfants, Ouais. alors que les enfants ne gardent pas le chat. Oui. Et tu vois, dans cette réponse-là, finalement, mais il y a la question de l'anarchie vaincra, donc qui pourrait être prophétique, tu vois, comme tac. Et bien, on ne sait pas si on est du côté des petits qui jouent à chat ou de la babysitter qui se prend pour la maman. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter ou des questions que tu aurais aimé que je te pose? Non, te remercier beaucoup, Azélie, d'abord de la préface et de tout. C'est tout l'honneur et le plaisir sont pour moi, Mylène, toujours. Toujours. Et comme en plus après on fait des petits goûters, franchement, de quoi se plaindre quand la poésie est si belle. Merci, Azélie. Merci beaucoup, Mylène. Et je vous dis à bientôt.